l'apprentissage des langues. C'est intéressant de voir que les Special Interest Groups de Calico et de Eurocall s'appellent CMC, ils ne s'appellent pas télécollaboration ou autre chose. Alors, ils ont créé aussi un SIG commun sur les Virtual Worlds. Alors là, je ne suis pas tout à fait... Moi, personnellement, je trouve que les Virtual Worlds, c'est typiquement partie des problèmes de la CMO. Typiquement, parce que le Second Life, ce n'est rien d'autre qu'un... Enfin, c'est rien d'autre. C'est un nouvel outil de communication qui n'a pas seulement du verbal, mais enfin, c'est un outil de communication médiatisé par ordinateur. Je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement. Alors, pourquoi échange en ligne? Alors, je vous disais donc que mon expérience première, c'était de suivre des étudiants de maîtrise à distance par Internet. C'était ma toute première expérience. On continue à avoir donc on a un très important programme de master à distance à Grenoble. Donc on a beaucoup de communication en ligne entre les tuteurs, les étudiants entre eux, etc. Et pour nous, ça nous a paru important de prendre ça aussi comme objet de recherche. Or, si je prenais par exemple Telecollaboration, ça ne rentrait pas là-dedans. Ça ne rentrait pas là-dedans. Donc, en fait, on prend la formation des professeurs là-dedans, en plus de la communication entre étudiants. Voilà. Et donc, on a écrit toute une série d'articles sur la formation en ligne. C'est le terme que j'utilise moi en français pour e-learning. Je pense que c'est le cas au Canada aussi. Qui soit... Mais centré sur l'analyse, comme on est aussi des linguistes, et que parmi nous, il y a des interactionnistes, comme Charlotte Dejean, justement, c'est une pragmaticienne. Donc, on s'intéresse au e-learning en se centrant sur les interactions en ligne. On voulait aussi, parce que nous avons un département de langue pour spécialistes d'autres disciplines, comme j'ai dit hier, on voulait aussi étudier les formations hybrides, mais sous l'angle, non pas sous l'angle où l'étudie Peraya, Charlier actuellement et tout ça, c'est-à-dire un angle très institutionnel. Nous, on voulait, par exemple, j'ai une collègue, Elke Nissen, qui a comparé les interactions en classe avec son groupe. C'est une prof d'allemand, donc elle a comparé les interactions en classe avec son groupe d'étudiants et les interactions en ligne avec ses étudiants. Et la perception que les étudiants avaient de ces deux modes d'interaction. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un article qui est paru dans Alsic aussi. C'est tout à fait important parce que quand on doit monter un dispositif hybride, on ne sait pas toujours quelle part donner à la distance et quelle part donner au face-à-face. Et savoir ce qui se passe au niveau verbal dans les deux situations me semble tout à fait fondamental. C'est encore un exemple de recherche qui peut éclairer les pratiques. Alors, nous avions obtenu une subvention importante pour une recherche qui s'est appelée ODIL, Outils et didactiques pour les interactions en ligne. Donc, il y avait l'Université du Mans, l'Université de Besançon, l'Open University en la personne de Marie-Noëlle Lamy et de Tim Lewis, et puis Grenoble, et puis Lyon. Voilà. Et on était vraiment sur l'idée des interactions en ligne et les outils qui instrumentent ces interactions. Et je vous donnerai après quelques résultats de recherche. Voilà. Donc là, on a donc, Charlotte Dejean et moi, on a co-dirigé ce numéro du Français dans le monde, recherche et application. Et c'est là qu'on a utilisé le terme échange en ligne. Alors oui, pourquoi échange en ligne en fait et non pas... On a hésité beaucoup, hein. On a failli l'appeler les interactions en ligne. Et en fait, ça a dû être l'influence de ma collègue Charlotte Dejean, qui est pragmaticienne, et pour qui des échanges asynchrones ne sont pas des interactions. Attendez, là, je l'ai mis ici, ça, oui, voilà. Donc les échanges, elle se réclame de Kerbrat Orekioni, qui est une analyste de la conversation, et qui dit que un clavardage, à la rigueur, ça pourrait être de l'interaction, parce que c'est en temps réel, qu'il y a une réaction directe à l'autre, mais pour elle, les échanges à distance, asynchrones, ne seraient pas des interactions. Donc du coup, pour respecter cela, on a utilisé le terme échange. Et on a aussi créé, donc, à l'issue du projet ODIL, un des résultats du projet ODIL, c'est ce colloque Échanger pour apprendre en ligne, qui a lieu tous les 2 ans à Grenoble. Donc il y en aura un en juin l'année prochaine. Et si vous êtes intéressé de soumettre quelque chose, il faut que ça parle d'échange en ligne, hein, pour que vous puissiez être accepté, mais pas forcément en langue. Ça peut être en formation de professeur, ça peut même être dans une autre discipline. C'est un colloque qui est à peu près de la même taille que ce colloque-ci.
et qui commence à créer une petite communauté en Europe autour des échanges en ligne. Alors pour synthétiser cette première partie, je vous laisse regarder ce tableau. Donc si on met plus l'accent sur l'apprentissage, acquisition des langues, on va peut-être utiliser les termes que j'ai mis à droite. C'est pas exclusif, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut mettre l'accent sur différentes choses en fait. En recherche, c'est souvent comme ça. Hein. On choisit un angle d'attaque, on va jamais pouvoir tout traiter. Donc il y a un aspect apprentissage d'acquisition des langues, un aspect bien sûr interculturel très très présent. Donc à ce moment-là, on va utiliser des termes comme télécollaboration, ICFLE ou OIE. Après, si on s'intéresse plus spécifiquement, comme c'est notre cas à Grenoble, sur les effets des outils sur les interactions, on va plutôt se réclamer de la communication médiatisée par ordinateur parce que c'est son domaine. Alors la prise en compte des dispositifs hybrides et à distance, elle est souvent le fait de chercheurs qui sont plus en sciences de l'éducation. Par exemple, on trouve des articles là-dessus dans la revue Distance et Savoir, qui est une revue de sciences de l'éducation. Et on va avoir des choses comme la formation ouverte et à distance, Open and Distant Learning. Le colloque EPAL, CPMO, CMCL aussi quand même. Et alors après, dernier point, si on analyse la collaboration en tant que mode d'apprentissage et non pas en tant que terme fourre-tout qui peut tout vouloir dire, on a le Computer Supported Collaborative Learning qui est un domaine de recherche en soi bien vivant, hein, même si en France il n'est pas très très représenté, je ne sais pas s'il l'est au Canada, mais en tout cas il y a un groupe de chercheurs au niveau européen, mondial même, qui s'intéresse beaucoup au CSCL. J'y reviendrai. Voilà. Alors, je vais faire maintenant un rapide panorama des pratiques télécollaboratives. Donc ça va être une partie enfin, toujours pareil, hein, un mélange de recherche et de pratique, comme j'essaye toujours de faire. Alors, je vais vous proposer donc une typologie des échanges, en partant des 3 modèles du livre de Odad et en proposant 2 autres. Et puis, je me pencherai plus particulièrement sur 3 types d'échanges que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien au Canada. Bon, donc le premier modèle qui se trouve dans le livre de Odad, bien sûr, c'est peut-être même un des modèles pionniers, c'est Cultura, donc lancé par Gilbert Furstenberg du Massachusetts Institute of Technology, ou For Technology, je ne sais plus. C'est comme une espèce d'archétype, hein, ce projet a été repris par plein d'autres gens, il a été reproduit, ça a été utilisé. Au départ, donc, c'était entre des Américains et des Français, des Parisiens. Puis par la suite, il y a eu entre des Américains et des Espagnols, ça a été repris dans plein de combinaisons. Je dirais que le principe didactique ou pédagogique central, c'est la réflexivité. Je ne vais pas vous décrire Cultura. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur cultura.mit.edu et vous avez toute l'explication, vous avez plein d'articles là-dessus. Donc je pars du principe que la plupart d'entre vous connaissent Cultura. Donc je ne vais pas vous le décrire, mais simplement je vais dire quelque chose de très important dans Cultura, c'est la réflexivité à travers des forums asynchrones. En fait, voilà. Un autre modèle très connu et qui était bien antérieur aux technologies, puisqu'on faisait des tandems face à face à une époque. Hein. Enfin, on fait encore des tandems face à face, mais si on prend le e-tandem, donc, on va mettre un étudiant français qui apprend l'anglais avec un étudiant anglais qui apprend le français. Ils vont communiquer par les moyens qu'ils veulent. Il n'y a pas d'outil particulier de préconiser, mais c'est souvent le mail, le courriel. Et l'approche pédagogique centrale, là, c'est l'autonomie. Parce que bien sûr, ces 2 apprenants, ils doivent se débrouiller un petit peu seuls. Sauf que parfois, c'est intégré à la classe. Il y a des profs anglais, notamment, comme Tim Lewis, qui ont intégré le tandem à leur classe. C'est-à-dire qu'ils font communiquer leurs étudiants en tandem en dehors de la classe, et ensuite, ils utilisent une part de ces interactions en classe. Pour faire très très vite et très schématisé. Il y a eTwinning, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un projet typiquement européen, ça. J'en reparlerai un petit peu après. Il y a toute une série de projets, dont le français en première ligne, mais on n'est pas le seul, dont j'ai parlé hier, qui consistent à faire communiquer des futurs enseignants avec des apprenants, et où un des objectifs est de former les futurs enseignants à la technologie. Et puis, il y a les projets qui ont pour objectif principal le développement de l'intercompréhension, souvent entre langues romanes, mais de plus en plus maintenant, il y a d'autres couples de langues, et maintenant il commence à y avoir des projets d'intercompréhension entre langues, notamment anglo-saxonnes, germaniques.
Voilà. Alors, pour avoir un point de vue typologique, on peut se demander, mais quelles langues sont utilisées? Alors, on a des projets qui se passent dans une seule langue, qui est la langue première d'un des deux groupes. C'est le cas du français en première ligne. On a des projets, et ça c'est le plus... Non, c'est pas le plus classique, c'est le modèle de Cultura, ça, où on utilise deux langues, mais en principe, on s'exprime dans sa langue maternelle. Et là, c'est une citation de Furstenberg et English dans le numéro du Français dans le Monde que je citais tout à l'heure. L'idée, c'est qu'avec la langue maternelle, on va pouvoir aller plus au fond. Et comme le but de Cultura, ce n'est pas l'acquisition langagière, mais c'est plutôt la problématisation de l'interculturel, donc il est logique que les gens s'expriment dans leur langue maternelle. Alors après, on a le modèle de tandem. Le modèle le plus fréquent, c'est qu'on ait deux langues différentes, et chacun s'exprime tantôt dans sa langue maternelle pour fournir des matériaux authentiques à l'autre, tantôt dans la langue étrangère pour s'entraîner à pratiquer la langue étrangère. Donc ça, c'est le modèle le plus classique. Et le principe pédagogique est celui de la réciprocité. Et puis, dans l'intercompréhension, on a des échanges en plusieurs langues. Vous pouvez aller voir des exemples sur la plateforme, sur galanet.eu. Vous avez des exemples d'interactions plurilingues qui sont tout à fait intéressantes et où il y a beaucoup de code switching, il y a beaucoup de gens qui essayent de parler un petit peu une autre langue, puis après une autre, tout ça. Mais j'y reviendrai. Et puis, on a le cas des échanges dans une lingua franca qui n'est pas la langue maternelle d'aucun des deux groupes. On a par exemple dans le livre de O'Dowd un Japan-Korea Project où les Coréens et les Japonais communiquent ensemble en anglais pour échanger sur leur culture en fait. Et en Europe, donc, on a le e-twinning dont je reparlerai. Les scénarios pédagogiques qui sous-tendent ces différents types d'échanges sont extrêmement divers. Hein, si on parcourt le livre de O'Dowd, celui de Thorne et Belz, on voit qu'il y a beaucoup de scénarios pédagogiques au sens de qu'est-ce qu'on fait faire aux gens, de planification des apprentissages. Hein. Donc le projet dont je vous parlais tout à l'heure, justement, on est en train de faire une plateforme qui devrait être ouverte d'ici quelques mois, une plateforme pour aider les gens à monter des échanges et où on mettra justement des études de cas de certains scénarios pédagogiques, études de cas très détaillées, mais très pratiques, ce n'est pas un truc de recherche, et puis une banque de données de tâches qu'on peut utiliser en télécollaboration. J'entendais quelqu'un hier dans un atelier me dire « mais c'est difficile de trouver des tâches qui fassent vraiment interagir les gens ». Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de rassembler un très grand nombre de tâches qui ont déjà été utilisées, qui ont marché, et de les mettre à disposition de la communauté pour pouvoir plus facilement lancer des télécollaborations. Donc ça, c'est le projet Intent, comme vous voyez le développement là-haut. Il y a un consensus absolu. Je n'ai pas trouvé un article qui dise on peut réussir des échanges sans qu'il y ait des tâches. Il y a des prescriptions de choses à faire pour les apprenants. Après, les scénarios varient beaucoup selon leur temporalité. Il y a des scénarios qui sont plus asynchrones, d'autres qui sont plus synchrones. Il y en a qui s'étalent sur des durées très longues, d'autres sur des durées plus courtes. Tout ça est extrêmement variable. Par exemple, le français en première ligne existe dans deux variantes. Nous, à Grenoble, on le fait en mode, je dirais, 95% asynchrone. Il y a peut-être un petit clavardage de temps en temps, mais c'est tout ce qu'il y a de synchrone. Alors que Lyon fait le même projet d'une manière synchrone, avec de la visioconférence. Et alors, évidemment, les dispositifs sont très différents, parce qu'en visioconférence, ils mettent un ou deux étudiants de français langue étrangère face à deux apprenants en visioconférence. Hein. Alors que nous, on va avoir un étudiant pour 7 ou 8 apprenants. Enfin, bon, c'est très très différent en fait. Hein. Cultura et Galanet donc, font partie des scénarios pédagogiques les plus structurés. Surtout enfin, on sait exactement ce qu'il faut faire à chaque étape. On a non seulement des objectifs pédagogiques, des outils, etc., mais on sait exactement ce qu'on doit faire à chaque étape. Quant à e-twinning, je vais en reparler, il n'y a pas de scénario préétabli, mais là aussi, eux ont fait un site où il y a toute une série de kits
qu'on peut venir chercher pour lancer un e-twinning, pour avoir des idées pour lancer un e-twinning.